Ok, donc je travaille, ça tombe bien, en plus c'est pour la pub. Pour la pub, ils mettent le micro plus fort comme sur TF1. Et donc, Hippon Technologies, c'est très très bien. Puis après, donc, on est une société de services française, enfin maintenant internationale. On a des bureaux un peu partout dans le monde. On a un stand à Devox. On sponsorise Devox depuis le tout début. Donc, ça fait, je crois que ça fait 8 ans. Je sais plus. Enfin, depuis les débuts de Devox France, on est sponsor. Et si vous cherchez à travailler, donc chez Hippon, n'hésitez pas, rejoignez-nous au stand. Si vous voulez faire aussi du Gipster et de l'open source, Hippon, c'est une bonne société pour en faire. Voilà. Donc, on va parler ensuite de Gipster. Donc, Gipster, c'est un projet que moi j'ai lancé, mais qui aujourd'hui a beaucoup grossi. C'est ma seule slide en fait vraiment sur le projet. On ne va pas parler du projet en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait, enfin ce qu'il apporte en termes de communauté. Donc on est aujourd'hui à plus de 2 millions d'installations. Alors il y a des gens qui l'ont installé plusieurs fois. Hein. Ça n'est pas 2 millions d'utilisateurs, mais ça fait quelques centaines de milliers, donc c'est quand même pas mal. On a des milliers d'entreprises utilisatrices. Alors ça c'est facile à voir parce que déjà vous faites des recherches d'emploi sur LinkedIn, tout ça, on en trouve plein. On a plein de conférences. Alors on a des conférences dans le Devox à peu près tous les ans. Devox France, Devox Belgique, puis plein d'autres conférences dans le monde. Il y a eu des livres sur Gipster. Alors, j'ai fait un peu le tour. S'il y a des gens qui en trouvent un plus populaire, ça, enfin, je cherche pas le numéro un, mais effectivement, a priori, on est le premier projet Java open source français. Je ne vois pas d'autres qui ont autant de monde. Sinon, n'hésitez pas, tweetez-le, enfin, dites-moi. Hein. Si on est le deuxième, troisième, c'est bien aussi. Hein, c'est pas l'horreur. Et surtout, et ça c'est le thème de la session, on est à plus de 500 contributeurs. Alors, sur le projet principal, on doit être quasiment 500, puis on a plein de sous-projets à côté, donc on a clairement dépassé les 500. Et ça, c'est vachement intéressant. Et c'est un peu ça que je voulais redonner aujourd'hui, parce que je pense qu'on va dire en français, je dois être un des seuls à pouvoir faire un retour là-dessus. Je trouve ça intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent lancer un projet, beaucoup de sociétés aussi. Je vois des sociétés ici qui veulent faire leur projet open source. C'est un retour qui me paraît intéressant pour beaucoup de monde. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Pourquoi est-ce qu'on veut créer une communauté? Déjà, l'open source, pour moi, c'est qu'une licence à la base. Hein. Alors, Jupyter, c'est une licence Apache, c'est assez commun. Il y a beaucoup de gens qui font des projets où ils ne cherchent pas à avoir une communauté. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des entreprises, hein, elles veulent vendre du support, etc. Donc, ils n'ont pas du tout envie d'avoir une communauté qui fasse le support à leur place. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ne cherchent pas à en faire, ou qui n'y arrivent pas d'ailleurs aussi. Hein. Alors, elles, j'espère que le talk vous donnera des idées. Il y a aussi des gens qui n'ont juste pas envie. Hein. Vous faites votre projet open source perso à vous, vous n'avez pas envie de vous embêter avec d'autres gens. Vous avez le droit, hein, personne ne vous force à participer avec d'autres personnes. Par contre, il y a un intérêt à le faire. Enfin, il y a deux intérêts. Enfin, moi, c'est pour ça que je l'ai fait à l'origine. C'est parce qu'on a beaucoup de membres que le projet, on va dire, a surpassé la concurrence. On a plein de gens qui ont des compétences très pointues dans plein de petits domaines. Et quand on agrège tous ces gens, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus fort que si vous étiez tout seul, ou même si vous étiez 3-4 à temps plein. Parce que 3-4 à temps plein, il y a des tonnes de techno que vous ne connaissez pas, et même en faisant beaucoup d'efforts, vous ne serez pas aussi bon qu'un expert de la techno qui vient 5 minutes au final. Donc c'est plus intéressant d'avoir cette diversité de personnes. Et la deuxième chose, c'est que ça garantit la pérennité du produit. Comme on dit tout à l'heure, là j'ai failli tomber, hop, le mainteneur tombe, meurt. Qu'est-ce qui se passe ensuite sur le projet? Le projet généralement meurt aussi. Moi ça m'embête, j'ai envie que Gipster continue. Alors si je meurs, c'est pas très gai, mais aussi si j'ai envie de faire autre chose. Alors, il y a une petite histoire par rapport à alors c'est un projet qui a rejoint, on va dire, l'organisation Gipster qui s'appelle Prettier for Java. Donc Prettier, c'est une librairie open source JavaScript, TypeScript qui est extrêmement populaire dans le milieu TypeScript, JavaScript. Il y a une version Java qui a été faite. Et donc nous, on est très intéressés par ça, on la voulait vraiment. Et la personne qui fait ce projet, enfin qui faisait ce projet-là, Torben, il s'est fait embaucher chez Apple. Et Apple lui a dit, si tu bosses chez nous, alors Cupertino, enfin un truc bien. Hein. Si tu bosses chez nous, en échange, tu fais plus d'open source. Donc il a choisi, je pense qu'il a bien fait. Par contre, du coup, son projet, il ne faisait plus de release ni rien, donc il nous a donné le projet. Et nous, justement, on essaie de monter une communauté, d'avoir pas mal de monde qui contribue pour que le projet soit pérenne et puisse continuer. Donc il y a deux choses, hein, la diversité et la pérennité du projet. Ensuite, il faut se mettre dans l'autre côté de la barrière. Pourquoi les gens viennent contribuer? Parce que vous voulez qu'ils viennent, mais pourquoi eux, est-ce qu'ils veulent venir? Il y a plusieurs choses. Alors, il y a des gens qui ont un intérêt pour leur travail. Ça, je dirais, c'est une grande partie des gens. Alors, c'est parce que vous en avez besoin pour votre projet. Vous faites du Gipster ou autre à votre travail. Ben, vous avez intérêt à ce que le projet marche bien, donc vous contribuez. Il y a des entreprises qui contribuent parce qu'elles ont un intérêt derrière. Je ne sais pas, tiens, tout à l'heure, on parlait, avant de démarrer, on parlait des Roku. Les gens des Roku contribuent à Gipster. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à ça, on déploie facilement de Gipster sur Heroku. Donc eux, ça leur apporte du business.
donc ils ont un intérêt. Chez Ypon, très simplement, il y a plein, parce que je vois, il y a William devant moi, on a plein de stagiaires. Bon, les stagiaires, enfin, hein, c'est un ancien stagiaire, on l'a recruté maintenant. Mais on a à nouveau des stagiaires, on a des stagiaires tous les ans. Les stagiaires, ils n'ont pas le choix. Ils viennent travailler sur JHipster, donc ça fait partie du travail, ils sont payés pour ça, donc ça c'est très très bien. Après, il y a des gens qui font ça en dehors du travail, pour se former, parce que voilà, si vous voulez monter en compétence sur une techno, l'open source c'est très bien. Pour se faire connaître, on va voir, il y a pas mal de gens qui, grâce à JHipster, se sont fait connaître et ont pu avoir des meilleurs jobs, changer de pays, etc. Et puis aussi, et surtout, je pense, parce que c'est marrant, parce que c'est fun. Et ça, on va revenir dessus, parce que cette partie fun, il faut réussir à la garder. Si vous la perdez, les gens ne contribuent plus. Et on verra que quand le projet grossit, autant au début on était une petite bande de potes, autant les 500, je ne connais pas tout le monde. Et c'est plus compliqué des fois de garder le bon esprit. Enfin, on va voir ce qu'on fait. Donc on va partir sur la vraie chose. Donc comment est-ce qu'on crée une communauté? Alors c'est une photo que j'aime beaucoup, c'était à Devoxx en Belgique il y a 1 an ou 2. Donc j'avais reçu le Duke's Choice Award, donc c'est un prix donné par Oracle pour les meilleurs projets Java de l'année. Et puis j'étais donc, alors il y a Antonio Goncalves donc qui fait Devoxx, qui est déguisé enfin Devoxx France, qui est déguisé en JHipster. On a Stéphane Janssen, lui, qui fait Devoxx Belgique, enfin Devoxx Global, qui a notre t-shirt. On a Matt Rayable qui qui faisait Appuse, qui à l'origine était une sorte de JHipster et qui est un Java champion très connu, et qui contribue à JHipster. Et on a Deepoo et Sandil, qui sont deux des gros contributeurs de JHipster. Donc on est tous ensemble et on est dans un bar et c'est cool. Donc comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? Moi, je suis très content de bosser avec tous ces gens-là. Ah oui, les sites Devoxx, c'est pour ça qu'Antonio, tout ça, font du JHipster. Les sites Devoxx sont faits en JHipster maintenant, en grande partie. Donc en tant que conférencier, vous êtes vous-même utilisateur de JHipster. C'est cool. Alors comment est-ce qu'on a fait? Et là, je voulais faire juste l'histoire. Alors, je vais vous faire l'histoire dans l'ordre. Après, il y a des choses qu'on a fait peut-être pas au bon moment. Donc ça, je vous dirais où on s'est planté, on aurait dû faire plus tôt, etc. J'essaie de faire l'histoire dans l'ordre et voir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Déjà, la première chose, on est parti sur, comme beaucoup de projets open source, une idée simple, qu'on réalise rapidement. J'ai dû faire ça en un week-end, avec une idée assez simple. Hein. Donc moi, à l'époque, je voulais faire un générateur d'applications Spring AngularJS. À l'époque, il n'y avait pas Spring Boot, il n'y avait pas Angular Clean, donc ça, c'était assez compliqué. Donc je voulais tout faire d'un coup. Je connaissais bien les deux technos, donc j'ai fait ça assez vite. C'était sympa, mais je ne cherchais pas spécialement à avoir du monde. Par contre, très rapidement, je me dis ça serait sympa de ne pas être tout seul. Donc c'est ce que j'appelle le développeur héroïque. Au début, vous êtes tout seul, vous faites tout. Trop cool, sauf qu'il y a un moment, très vite, vous vous rendez compte qu'il y a un souci. Ce serait bien d'avoir des gens qui viennent vous aider. Donc la première chose que j'ai fait, alors au début c'était conscient ou pas, si vous le faites, faites-le consciemment, c'est qu'on a j'ai pris une solution de code, quelque chose qui s'appelle Yeoman, qui est extrêmement simple, c'est du JavaScript. Alors, ça paraît un peu bizarre de générer du Java en JavaScript. Et l'intérêt d'Yeoman, c'est que c'est extrêmement simple. L'idée là-dessus, c'est de faciliter les contributeurs, faciliter leur vie, et pas ma vie à moi. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de gens qui ont critiqué au début en me disant il y a tel techno qui est vachement plus balèze, si tu connais ça, alors il y a des gens qui faisaient une sorte de concurrence, je crois que c'était en Scala ou je sais plus, enfin, ils avaient un langage plus compliqué, un système beaucoup plus malin, beaucoup mieux. Simplement, ils n'arrivaient pas à avoir de contributeurs parce que le coût d'entrée était trop important. Moi, on a un système de template en JavaScript extrêmement bête. Ça veut dire que n'importe qui peut venir contribuer facilement. Alors par contre, moi, en maintenir, c'est plus embêtant. C'est moi qui m'embête pour que les autres puissent venir. Et ça m'intéresse parce que, j'ai pris un petit exemple, parce qu'alors hier, il y avait une conférence sur Kubernetes avec Alain Régnier, donc à Devoxx, et dans les bonnes pratiques qu'il donnait, il y a un certain nombre de bonnes pratiques sur Kubernetes. Alors sur JHipster, on devait en avoir, je sais pas, les 3 quarts sont faits déjà dans JHipster. Il y avait une partie sur les secrets Kubernetes. Alors si vous faites du Kubernetes, gérer des secrets, c'est vachement bien. Simplement, faire un fichier de secrets Kubernetes, quand vous êtes développeur, je ne sais pas, Angular, c'est pas forcément votre truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une personne, d'ailleurs, je n'ai pas vérifié qui a fait ce code-là, d'ailleurs, j'aurais dû regarder. Il y a une personne dans l'équipe JHipster qui connaissait bien, peut-être Pierre Besson, ça, ou Red Sang, enfin. Il y a une personne de l'équipe qui connaissait très bien la manière de faire un secret dans Kubernetes. Il est venu, donc lui, il n'a pas passé beaucoup de temps, hein. Il a fait une template en JavaScript, il savait faire. Et ce qui m'intéresse, c'est d'attirer cette personne-là qui vienne faire ce code qui est irréalisable pour moi sans y passer des heures. Lui, ça lui a pris 5 minutes. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'attirer ces gens-là. Donc, première chose, c'est de faire un truc, je vais dire bête. Et dans la critique qu'on a des fois sur notre code, oui, on a un code qui est horrible, qui n'est pas beau, qui n'est pas très malin, mais en fait, c'est volontaire. C'est parce que ça facilite la vie des gens qui viennent contribuer. On l'a orienté pour que les gens contribuent. La deuxième chose, alors ça que j'ai fait tôt, mais ça c'était volontaire, ça.
on a beaucoup misé sur la documentation. Ce qui se passe, c'est que les premiers contributeurs, quand ils viennent, si vous n'avez pas une doc pour les aider, ben, ils sont perdus, et en fait, ils ne contribuent pas, ils repartent. Donc, j'ai passé, parce que j'étais tout seul au début, beaucoup de temps sur la documentation. La documentation qui elle-même est open source, hein, et en fait, notre documentation elle-même, les contributeurs eux-mêmes contribuent dans la documentation. Donc ça s'auto-réalise derrière. Et on a multiplié les modes, enfin les supports de documentation. C'est-à-dire qu'on a un site web classique, qui ressemble un peu à un bouquin, on va dire. On a des guides, on a des tutoriaux vidéo, on a plein de choses différentes, alors qui se répètent. Mais en fait, c'est parce que ça dépend des gens. Il y a des gens, ils aiment bien voir une vidéo. Alors là, la vidéo, c'est Matt Rayable qui l'a faite, il a 150 000 vues. Donc ça marche bien. Il y a des gens qui aiment bien ça, qui n'aiment pas lire le site web. Inversement, sur le site web, on est à je ne sais pas combien, 150 000 visiteurs uniques par mois, je pense aussi. Donc là aussi, il y a des gens qui préfèrent ça. Donc ça dépend de chacun. Mais il faut les multiplier pour aider ces gens. L'idée, c'est quand ils arrivent, ils aient du soutien. Une fois qu'on a fait tout ça, l'idée, c'est qu'il faut lancer le projet. Alors, lancer le projet, c'est le plus dur, c'est ma side la plus compliquée, en fait. Lancer le projet, c'est là où il ne faut pas se planter. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses. Déjà, quand vous lancez un projet, il y a des réseaux sociaux, hein, Twitter, GitHub, LinkedIn. Il y en a des pros comme LinkedIn, mais LinkedIn, ça marche bien. Hein. Moi, je fais souvent des news sur LinkedIn, il y a plein de gens qui viennent. Il y a des sites spécialisés, il y a Reddit, Hacker News, je mets les plus connus, il y en a plein d'autres. Il y a qu'un petit souci souvent sur des choses comme Hacker News ou Twitter, c'est qu'il n'y a pas toujours un très bon esprit. Donc typiquement, moi, quand j'ai lancé Jhipster, j'ai eu que des trucs, ouais, c'est trop pourri, j'aurais mieux fait tout seul. Donc il ne faut pas trop le prendre personnellement. On va revenir là-dessus après. Mais c'est vrai que c'est jamais très positif au début. Et bien évidemment, c'est plus facile. Il y a une petite astuce, quand soit vous avez de l'argent, donc il y a des gens qui, clairement, quand ils lancent leur projet, ils font plein de pubs. Il y en a à Devox, hein, je ne vais pas citer de nom. Vous voyez qu'il y a des projets qui ont plein d'argent, ça les aide. Hein. Ou si vous êtes connu, c'est à peu près la même chose. Hein. Alors moi, c'était un peu mon cas, parce que dans la sphère Spring et tout ça, j'étais connu, donc j'avais pas mal de followers, donc ça aide. Après, c'est pas non plus, une fin en soi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Twitter, il suffit d'avoir quelques retweets de gens connus, puis c'est pareil finalement. Donc c'est pas non plus impossible. Ceci dit, j'ai mis une petite slide, une petite image de Pokémon Go. Il y a quand même une vérité sur la préparation quand vous lancez le projet. Pokémon Go, il y a plein de gens qui disent ouais, c'est extraordinaire, les mecs en 24 heures, ils ont conquis le monde. En fait, c'est pas vrai. Pokémon Go, ça se base sur un jeu qui existait déjà depuis 10 ans, sur lequel ils ont fait des localisations. C'est pour ça que dans Pokémon Go, vous avez des endroits où vous pouvez choper les Pokémon. S'ils se basent sur Pokémon, qui est une licence qui a je sais pas combien, 10-20 ans avant, en fait, les mecs, il y a 10 ans de boulot pour réussir un lancement en une journée. Ils ont préparé leur coup, en fait. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut préparer, qui est assez compliqué. À côté de ça, il y a 2-3 autres choses qu'on peut faire qui ne sont pas liées, on va dire, aux réseaux sociaux. Première chose, c'est les conférences et les meet-up. Déjà parce que, alors, première chose, tout le monde n'est pas sur Twitter, donc si vous faites que du Twitter, vous allez toucher que, je sais pas, un quart des gens. Je sais pas, qui est sur Twitter ici? Ah, quand même. Hein. Après, Devox, c'est un peu... il y a plus de la moitié des gens sur Twitter, là. Après, Devox, je pense que c'est aussi une population qui est un peu plus connectée que d'autres. En tout cas, les conférences et meet-up, vous touchez quand même plus de monde. Et puis aussi, ça permet d'avoir un vrai feedback. Ce que je disais tout à l'heure, Twitter, c'est souvent très négatif. Les gens vont dire « ouais, c'est trop pourri ». Si vous allez en conférence, vous parlez aux gens, vous avez plus du vrai feedback. Donc c'est souvent plus intéressant. Et ça, c'est important pour votre projet. C'est-à-dire que votre projet, si vous prenez bien en compte le feedback des gens, vous allez l'améliorer, ils vont être contents. Si vous prenez que du feedback de Twitter, ouais, c'est trop pourri, change de métier, bon, ça va pas être très très positif. Et il y a, j'allais dire une troisième astuce, faut s'allier avec d'autres projets. Nous, on l'a pas mal fait sur Jhipster. Alors, c'est à la fois volontaire et parce que c'est des gens avec qui on s'entend bien et ça se passe très bien quand on est ensemble. Alors, des exemples là-dessus, j'en ai 50. Je voulais juste parler de Sonar Source. C'est très bête parce que le stand d'Ypon, Sonar Source est en face. Ah bah voilà. Le stand de Sonar Source est en face, donc on a discuté hier. Je ne ferai pas mes slides la veille. Hein. Voir cette nuit. Non, mais c'est plus dynamique. Sonar Source, moi, ce qui m'intéresse pour Jhipster avec Sonar, donc Sonar valide notre code et va dire, parce qu'on a bien bossé dessus, grâce à leur aide, on peut dire, notre code, on a AAAA sur Sonar, donc on a très bonne couverture de code, très bonne qualité de code, peu de bugs, enfin, c'est super, très peu de duplication. Pour un générateur de code, c'est bien, un générateur de code qui fait de la duplication, ça veut dire qu'il génère que tout le temps le même truc, c'est un peu foiré. Donc Sonar nous aide et montre à tout le monde qu'on a du super code. Ça m'intéresse beaucoup parce que vous vous souvenez de la critique sur Twitter, c'est le mec qui dit « ouais, j'aurais fait mieux tout seul ». Écoute, essaye de faire mieux avec le AAAA sur Sonar, parce qu'à mon avis, il y a quand même
des projets à la maison, ils ne sont pas comme ça souvent. Donc moi, ça m'intéresse. Inversement, Sonar, voilà, sans se connaître même, je leur fais leur pub, je pense qu'ils sont contents aussi. Donc chacun est content, chacun s'entraide, et c'est super. On fait ça avec plein d'autres projets, et finalement, c'est une bonne manière de faire monter votre projet. Une fois que vous avez réussi, j'espère ainsi avec ces différentes petites techniques, une fois que vous avez un peu réussi à lancer votre projet, bon, je passe un petit peu à la phase 2, ce que j'espère, c'est que vous avez attiré quelques contributeurs, alors vous allez les chercher avec les dons, et c'est à la fois super, et en même temps, vous allez tout faire pour les aider. Ça, c'est bien, mais en même temps, on va voir que ce n'est pas forcément toujours une bonne chose. Donc déjà, on va tout faire pour les aider. Donc la première chose à faire, c'est un guide de contribution. Alors GitHub a un certain nombre comme ça d'outils. Donc on a fait un guide de contribution. Là, j'ai mis le haut de la page. Vous voyez, en plus, on a eu 18 contributeurs. Donc c'est les gens qui contribuent au projet eux-mêmes aident le guide de contribution. Donc ça, c'est pour aider les gens à contribuer sur Gipster. C'est pas forcément compliqué, mais c'est plus simple quand c'est écrit. Mais en parallèle de ça aussi, GitHub a des systèmes de templates pour les tickets, pour les pull requests. On a passé un temps énorme. On a même plusieurs templates pour les tickets, suivant le type de ticket. On a passé beaucoup de temps pour faire ça, pour guider les gens et les aider. Sinon, en fait, vous n'avez pas de retour. Et alors, comme Gipster, c'est un générateur de code, on a carrément fait un générateur de tickets. Pour encore plus aider les gens. En fait, si vous faites un ticket, vous avez déjà les informations, si votre OS, votre version, qui sont déjà remplies. Et donc, ça nous aide. Donc, il y a un gros travail à faire pour aider les gens à contribuer, mais effectivement, après, en retour, vous avez les gens qui vont contribuer. Par contre, ça va vous poser un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est le support, parce qu'à partir du moment où ça marche, ben, ça marche. Les gens, ils contribuent, vous mettez des tickets. Vous avez fait plein de trucs pour les aider à faire des tickets, donc vous mettez des tickets. Et là, c'est un petit souci, c'est que des tickets, vous allez vite en avoir un gros paquet. Donc nous, sur Gipster, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a séparé par type d'outils, parce qu'il y a des très bons outils aujourd'hui dans le monde, et ils ne sont pas tous adaptés pour tout. GitHub, c'est super pour les bugs ou les demandes d'amélioration. Stack Overflow, c'est parfait pour les questions. En fait, on a beaucoup de questions qui arrivaient sur GitHub, mais c'est juste, oui, est-ce que dans Gipster, vous ne pourriez pas, je ne sais pas, tiens, j'ai eu une question il y a 10 minutes, est-ce que vous ne pourriez pas intégrer Micronote? Alors, il y a déjà plein de choses dessus, etc. Le mec qui n'est pas au courant, il fait le ticket. On ne va pas discuter 36 fois. Donc Stack Overflow pour ce genre de choses, souvent c'est mieux, parce que c'est voté, c'est noté. Et puis il y a un système de modération, parce que très vite, on va vite arriver là-dessus. Il y a aussi des gens qui ne se comportent pas toujours très bien. Stack Overflow, ce qui est bien, c'est que c'est tout de suite nettoyé. Ça n'empêche pas les gens. Hein. Moi, souvent, j'ai des emails avec oui, j'ai été banni de Stack Overflow, et j'ai telle question. Eh ben, pour toi, pourquoi tu as été banni? Généralement, la question derrière n'est pas sympa. Le troisième outil qu'on utilise, c'est tout ce qui est chat. Donc, on a Gitter.im et Slack, on en a deux. C'est sympa pour discuter en direct. Après, souvent, on a trop de monde, en fait, donc c'est un peu le bazar. Et on a une mailing list. Alors là, c'est beaucoup pour l'équipe de dev. En fait, elle est lisible par tout le monde, mais il n'y a que l'équipe de dev de Gipster qui a le droit d'écrire, parce que justement, pareil, on avait trop de choses, on avait trop de spam. Donc, premier problème, on va dire la masse de questions, il faut un petit peu les trier. Et alors c'est lié à ça, c'est la charge de travail, c'est que là, dans mon histoire, je suis toujours le développeur héroïque qui est le seul à avoir le droit de commit. Et il m'est arrivé deux choses. La première chose, c'est que je voulais attirer les gens. Et alors, quand je dis que ça nuit à la qualité, il y a des gens qui ne faisaient pas forcément du beau code, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, il y a 3 personnes qui contribuent sans se parler. Leurs pull requests, elles se bougent les unes les autres, et vous n'avez pas un code correct. Et le problème, c'est que quand vous voulez tout merger, ça prend du temps. Et quand vous faites ça, le week-end, le soir, il y a un moment où vous n'avez pas le temps. Donc après, les gens sont fâchés parce que vous n'avez pas mergé leur code. Très vite, ça devient infernal. Et très vite, le développeur héroïque qui est le seul à avoir le droit de commit, c'est le point de contention, et ça ne va pas. Et c'est là où il faut passer à une phase suivante. Alors moi, j'ai fait ça un été, ça devait être il y a 3 ans. Alors pourquoi l'été? Parce que je partais en vacances. Je voyais qu'il y avait les pull requests que je ne m'en sortais pas. Je me dis à un moment, je fais quoi? Donc, qu'est-ce que je fais? J'organise une équipe et je leur donne les droits de commit. Donc, ça demande une phase de confiance. Hein, on va un peu parler de l'équipe après. C'est beaucoup de gens que j'avais jamais vus, que je ne connaissais pas du tout. Donc, vous leur donnez les droits de commit à, vous donnez les droits de commit à 10 personnes que vous ne connaissez pas, c'est pas forcément évident. Mais c'est la seule manière de progresser et de passer à l'étape suivante. Et par contre, ça va vous forcer aussi à vous organiser et à ne pas faire n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur Gipster tout de suite? C'est qu'on s'est organisé, on a fait... Alors,
une équipe qui a deux principes. On est sur un principe de méritocratie. Donc c'est pompé, je n'hésite pas à le dire, je pompe sur les autres projets. Hein. C'est pompé sur la fondation Apache. Donc les fondations Apache, ils ont un système de vote pour élire les gens. J'ai repris la même chose. Donc quand quelqu'un contribue beaucoup au projet, après il n'y a pas vraiment de règles, hein, un membre de l'équipe dit tiens, lui il est sympa. Si on le nommait pour être dans l'équipe, et là il y a un vote qui se met en place, et on vote +1 ou -1. Alors la règle qui est un peu particulière, qui est un peu surprenante au début, pour être nommé, il faut être voté à l'unanimité, ce que je trouve très sympa, parce que ça veut dire que tout le monde vous aime, c'est génial. Par contre, si quelqu'un vote contre vous, il faut qu'il explique. Voter +1, vous n'avez pas l'expliquer, enfin vous pouvez dire ouais, il est sympa. Voter -1, il faut vraiment expliquer pourquoi, il n'est pas prêt, etc. Et en plus, comme c'est sur notre mailing list, c'est public. Donc la personne sait qu'elle est nominée, elle sait ce qui se passe. Moi, je trouve ça très bien. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Après, il y a d'autres systèmes. Hein. À côté de ça, moi, je suis dans les Java Champions. Java Champions, il y a Antonio, il y a Stephen Johnson, etc., qui sont dedans. Là, on vient de nommer 3 personnes ce matin. En fait, les gens... Ah tiens, dedans, il y a Gunnar Morling qui va participer à Gipster. Alors, en fait, quand les gens sont nominés pour être Java Champion, ils ne sont pas au courant. Donc Gunnar, il ne savait pas qu'il allait être nominé. Et le vote, il est entre Java Champions. Alors là, par contre, c'est plus démocratique, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent voter contre vous et vous pouvez être pris quand même. Par contre, c'est privé entre Java Champions. Donc il y a des gens, j'en ai croisé, qui ont été nominés, qui n'ont pas été pris. En fait, ils ne le savent même pas. Moi, je trouve ça moins sympa, je trouve plus sympa ce qu'on fait. Après, chacun son truc, hein, on organise comme on veut. Bref, première chose, on fait une méritocratie qui vous donne, une fois que vous êtes élu, certains privilèges. Alors, le premier, c'est que vous avez des droits de commit sur le projet, donc ça c'est cool. Vous avez votre tête sur le projet, ça c'est super cool. Vous avez un email @gipster.tech, ça épate les gens. Non, il n'y a pas grand-chose, c'est surtout le droit de commit que vous gagnez. Mais bon, on ne peut pas donner grand-chose d'autre non plus. Et alors la deuxième chose, c'est que ce qu'on fait, c'est une démocratie, c'est-à-dire qu'on fait des votes très souvent, là entre nous. Tiens, je sais pas, je parlais de Micronaut, il y a beaucoup de gens qui me parlaient de Quarkus. Est-ce qu'on fait un support de Quarkus? Je ne sais même pas si ça demande un vote, parce que je pense que la plupart des gens seraient d'accord. Mais disons qu'il y a des fois, il y a des orientations qui sont peut-être plus compliquées. Tout le monde n'est pas d'accord, donc on fait un vote. Donc ça, c'est notre organisation interne. Deuxième chose qu'il a fallu mettre en place, en plus de cet orga, c'est un outillage, parce que c'est une population qui est très particulière. Il y a deux particularités dans cette population-là. C'est qu'on n'a pas de planning. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des gens qui travaillent un peu quand ils ont le temps, quand ils ont envie, quand ils ont besoin. Ils ne sont pas employés. Donc, mis à part les stagiaires d'IPON, là, je peux les fouetter. Je peux faire. Allez-y, il faut bosser là-dessus. Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Mais bon, j'ai des témoins. Mis à part les stagiaires, les autres gens, moi je ne suis pas leur chef, ils ne sont pas de ma boîte, souvent on ne s'est même jamais vu. Donc ça veut dire deux choses. D'une part, je ne peux pas garantir à quelqu'un, tiens, la semaine prochaine, telle fonctionnalité, elle va être faite. Parce que la fonctionnalité est faite par un mec qui l'a fait quand il a envie. Ça, c'est le désavantage. L'avantage, par contre, c'est que des fois, on lance 36 trucs. Tiens, on pourrait lancer Micronaut et Quarkus. On a Gipster.net qui est déjà bien avancé. C'est fait par quelqu'un qui s'appelle Daniel Pettim, qui est ici, qui a Devox. On peut lancer tout ça parce que justement, là, les gens ne sont pas du... Il n'y a pas de planning, il n'y a pas de ressources, comme dans un projet informatique normal. Ça, c'est l'avantage. Et alors, une deuxième particularité, c'est qu'on a besoin d'un outillage qui est orienté mobile, parce que le gros des gens font ça sur leur temps libre. Moi, le premier, et on se rend compte que beaucoup des pull requests, etc., sont faits dans le train, dans le métro, dans les transports en commun, comme pour les gens qui sont de Paris. Alors, voire autre, je vous laisse imaginer les endroits où vous pouvez commiter du code avec votre téléphone. Vive le Wi-Fi. J'ai fait une mise en prod il n'y a pas longtemps, comme ça, dans des endroits qu'il ne faut pas dire. C'est une particularité, c'est qu'en fait, quand vous bossez peu au travail, il faut un outillage adapté. Heureusement, aujourd'hui, on a des téléphones portables, on a des applis mobiles qui sont très très bien, mais il faut l'orienter pour ça. Ça, c'est quelque chose qui est lié à cet outillage. Aujourd'hui, pour que notre projet fonctionne, on a un gros besoin de qualité. Et alors, il y a un travail qui a été colossal, qui a été fait sur Gipster, qui est fait par Pascal Grimaud, qui est quelqu'un chez Ipon et qui est dans mon équipe, et qui est super. Pascal, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place l'intégration continue. Alors, on en avait déjà, mais alors il l'a considérablement amélioré. Aujourd'hui, quand quelqu'un justement fait une pull request, il passe par un workflow GitHub complet où il y a donc, des pull requests normales, des revues de code, donc les gens viennent relire le code. Alors quand je dis que les gens de l'équipe ont les droits de commit, en fait personne commit direct.
à part le seul mec qui n'est pas très correct, c'est moi. Parce que des fois, je merge un peu, voilà. Mais en fait, tout le monde, malgré les droits de commit, fait des pull requests. La pull request, elle va être relue par d'autres membres de l'équipe. Ça, c'est la démocratie, on va dire. Mais elle va être aussi validée par un certain nombre d'outils. Donc, on a tout ce qui est lint. Alors, on retrouve lint pour vérifier le formatage du code. Sonar, encore, super Sonar, qui va vérifier que le code est pareil de qualité. Tiens, vous me donnerez un petit pourliche à la fin. Et tout ça, ça va tourner dans une intégration continue. Alors, on a longtemps été sur Travis, qui est un super produit. Alors, Travis, je ne sais pas si vous avez suivi récemment, ils ont été rachetés, ils ont viré les gens. Enfin, c'est un peu moins cool que ça ne l'a été, Travis. Donc là, on est parti sur Azure DevOps, surtout pour une raison, c'est qu'ils donnent gratuitement 10 machines. Et que comme on n'a pas d'argent, 10 machines gratuites, on trouve ça très bien. Et Azure DevOps, donc c'est un très bon système, on peut tout lancer. Alors nous, notre suite de tests, elle prend, je dirais, 2 ou 3 heures à passer en entier. Après, quand on a 10 machines en parallèle, bon, ça prend moins de temps. Il y a tout un travail là-dessus pour optimiser la vitesse, pour améliorer les tests. Simplement, on sait que quand c'est vert, alors là, vous voyez, j'ai pris une copie d'écran. Alors, il y en a un qui est rouge. En plus, c'est top, c'est William qui est là. Ouh, c'était pas fait exprès, William. Non, c'était juste pour avoir un rouge, en fait. J'ai eu du mal à trouver une copie d'écran, il n'avait qu'un rouge. Non, parce que souvent, généralement, c'est en lot. C'est soit vous êtes planté, il y a plein de rouges, soit vous avez, bon, c'est tout vert. C'est dur d'avoir juste un rouge. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je fais mon téléphone portable dans le transport. Tiens, je viens à Devox, ce que j'ai fait là. Hein. J'étais dans le transport, je regarde, j'ai 3 pull requests. Si c'est vert, je sais que ça a passé la qualité, ça a passé le jeu de test, etc. Je fais une petite revue de code. Si la personne a changé 3 lignes, c'est facile. Tout se passe bien, je merge. Et il y a énormément de merge comme ça qui sont faits dans le métro. Ce qui est bien, c'est que ça fait très dynamique. C'est-à-dire que la personne qui a fait la pull request, elle a dû faire ça cette nuit. Pareil, je vous disais, les gens ils bossent sur le temps libre, etc. Il a fait ça cette nuit. Ce matin, à je sais pas, 8 h du mat, c'est mergé, ben, il est content. Et donc tout le monde est content et ça se passe très bien. Mais il y a un outillage, une organisation à faire pour que ça puisse marcher comme ça. À partir du moment où vous avez cette équipe, on peut passer aussi au niveau 2 des conférences. C'est-à-dire, j'ai les conférences niveau 1, c'est pour se faire connaître. Donc, être pris dans les petits meet-up et tout, c'est très facile et c'est très bien. D'ailleurs, il y a des meet-up Gipster aussi. Vous pouvez venir si vous êtes intéressé sur Gipster. Mais alors, le niveau 2 des conférences, c'est faire vos propres conférences. C'est-à-dire que donc sur Gipster, on a nos propres meet-up. Alors, le meet-up à Paris, on a plus de 1000 inscrits. Donc, on en fait tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend quand on est motivé. Donc on a fait nos propres meet-up, on fait des meet-up aussi à l'étranger, donc il y a plein d'autres Gipster user group à l'étranger. Je sais pas, il y a des gens à Dublin en ce moment qui sont très actifs. Alors je les connais pas, mais par contre on fait tout pour les aider, c'est-à-dire qu'on va retweeter leur truc, on va leur envoyer des slides pour les aider, on va faire ce qu'on peut pour les aider. Et alors le top du top, en termes de communauté, c'est sa propre conférence. Quand vous avez votre propre conférence, ben, c'est le moment où vous pouvez voir justement toute votre communauté, vos utilisateurs, et ça c'est vraiment ce que je trouve le mieux. Ça tombe bien, on a la nôtre, petite pub. Vous avez vu la transition vers la pub? On a GipsterConf qui est à Paris dans 2 mois. Donc on aura les gros contributeurs de Gipster, enfin quasiment tout le monde. On aura plein de speakers internationaux, alors généralement qui sont aussi contributeurs. Donc il y aura Matt Rayable, il y aura Josh Long, etc. C'est sponsorisé. Alors on a d'autres sponsors qui vont arriver, mais on a déjà Microsoft, Ipon et Okta. Vous pouvez acheter des billets sur notre site. Si vous voulez des billets gratuits, vous pouvez aussi passer le stand Ipon. On a des jeux et on peut les gagner. Pour être franc, je ne sais plus exactement comment marche le jeu, mais normalement, vous pouvez gagner des places. Voilà, c'est un petit peu dans la veine de Devox. Simplement, c'est plus orienté Gipster. Et c'est qu'une journée. C'est une journée et 2 tracks, un track anglais, un track français. Donc ça, pour moi, c'est le gros succès, et c'est la 2e année qu'on le fait. Après, là, on va passer sur des slides un peu plus, j'allais dire un peu plus noirs, parce que là, quand on arrive là, c'est top, votre projet il a marché. Mais quand il marche, le problème, c'est que ça attire aussi les gens pas contents. Donc on avait depuis le début des gens pas contents, on n'avait pas tant que ça. Ce qui s'est passé sur Gipster à un moment, c'est que quand on a atteint environ 10 000 étoiles GitHub, alors 10 000 étoiles GitHub, ça commence à faire, hein, là on est à 13 ou 14 000, 10 000 étoiles GitHub, ça commence à faire du monde, ça attire les gens, et on commence à avoir plein de gens malveillants. Alors il y a des gens qui sont vraiment malveillants, c'est mon premier point, les sites malveillants. Alors, généralement, je ne donne pas le nom, mais vous allez voir, là, on est en train de bien les bousiller, donc maintenant je peux donner leur nom. Donc nous, le site de Gipster, c'est gipster.tech. Je ne voulais pas un .com, parce que ce n'est pas commercial, je ne compte pas en vendre. Donc je ne voulais pas le .com. Et il y a un petit malin qui a acheté le .com. Et alors lui, il est très très malin, parce qu'en fait, il a mis notre site .tech dans une iframe, donc on dirait le vrai site, il rajoute des pubs. Donc,
malin, alors il fait du fric. Et après, ce qui m'embête aussi, c'est que les pubs, il peut mettre n'importe quoi. On va en reparler après. Il y a des pubs qui n'étaient pas forcément des pubs très adaptées aux enfants. Donc lui, il a commencé vraiment à m'énerver, mais au début, je me suis dit, c'est pas grave, parce qu'il n'est pas référencé avec Google. Tous les liens sont sur le point tech, ça va jamais passer. Bon, d'après Google Analytics, il a 20 à 30% de notre trafic venait de l'iframe. Beaucoup de gens, en fait, s'embêtent pas, ils tapent .com. J'ai pensé à ça, je pensais que les gens cherchaient dans Google, enfin, je sais pas, mais beaucoup de gens s'embêtent pas, ils font le .com. Donc, ils allaient sur le .com, ils avaient des pubs pourries. Et 20 à 30%, à cette époque-là, on devait être à 100 000 visiteurs uniques par mois, ça fait quand même 20 ou 30 000 personnes qui se tapent les pubs. Donc merci, quoi. Donc on s'est dit, lui, on va lui faire un peu sa fête. Alors c'est facile, ça fait déjà 6 mois qu'il n'a pas réussi à le réparer à son site. Comme c'est une iframe, on fait un peu de JavaScript qui lui casse son iframe. Comme ça, si vous allez dessus, en fait, vous êtes redirigé sur jhipster.tech. qui n'a toujours pas réussi à comprendre comment virer notre JavaScript. Donc ça marche bien. Et après, en parallèle, on peut mettre des headers HTTP pour empêcher d'être mis dans une iframe. C'est GitHub. On est hébergé par GitHub, donc on ne peut pas les mettre, les headers, aujourd'hui. Et là, je suis en contact depuis 2 jours avec des mecs de GitHub pour le faire. Pour ça, je suis tranquille. Je sais que bientôt, on aura la solution finale. Il n'aura pas le droit de faire une iframe. Et voilà, ça sera fini pour lui. Mais donc, on a un certain nombre de gens comme ça qui sont... Alors là, c'est honnêtement malveillant. C'est même pas un mec c'est vraiment quelqu'un de méchant. Après, il y a d'autres gens qui sont alors malveillants, on ne sait pas trop des fois, donc des gens qui ne respectent pas les licences open source. Donc il y a d'autres projets qui ont copié-collé notre code. Il y a des logiciels propriétaires qui l'ont copié-collé aussi, qui sont mis à le vendre. On a réussi à décompiler les trucs pour retrouver notre code. Enfin, on s'est amusé. Généralement, ces gens-là, ça n'a pas marché. En fait, Jhipster devenant très populaire, en fait, je pense que leurs clients voyaient eux-mêmes que c'était Jhipster, et donc pourquoi payer? C'est un peu étrange. Et puis on s'est pris des campagnes de dénigrement, vraiment, et des insultes. Alors on en parlait tout à l'heure un petit peu devant. C'est très régulier sur Twitter, etc. Des mecs qui nous disent... Alors c'est pas des critiques constructives, hein, c'est vraiment « ouais, vous êtes de la merde, vous êtes des cons ». Super. Donc ça, c'est assez embêtant. Et il y a un vrai souci, alors tous ces points-là, il y a un vrai souci par rapport à ce qu'on veut monter, une communauté qui soit sympa. Donc pour ça, on a un certain nombre d'outils. Alors la première chose qu'on a faite, alors qu'on a fait très tôt, mais on aurait même dû le faire encore plus tôt, on a mis un code de conduite. Alors le code de conduite, ah oui, j'ai oublié dans les insultes, on a aussi des trucs des fois racistes, des trucs pas toujours très cool. Donc on a fait un code de conduite. Alors beaucoup de projets en sont aujourd'hui, alors on a fait ça, je sais plus, il y a bien 2 ans qu'on l'a fait. Déjà pour dire qu'on est inclusif, que tout le monde est le bienvenu sur le projet, ça c'est chouette. C'est mon objectif de la toute première slide, hein. On veut de la diversité. Et en plus, il y a beaucoup d'études qui montrent que quand on est sur un projet, vous avez des gens de backgrounds différents, de pays différents, de genres différents, etc. Votre projet a plus de succès. Donc on fait ça parce qu'on est sympa, mais aussi parce qu'on veut que le projet réussisse. Et puis aussi ce code de conduite, ce qui est bien, c'est qu'il donne des règles et qui vous pousse à être, on va dire, sympa avec tout le monde. Donc le code est ici, donc c'est un code qui est assez classique, beaucoup de gens reprennent aujourd'hui. Et dans ce code, quand on voit, alors pour la copie d'écran, je ne peux prendre que le haut, on voit qu'on s'engage à être bienveillant avec les gens qui arrivent, quel que soit votre sexe, votre couleur de peau, etc., votre orientation sexuelle, votre âge. Alors il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, enfin, on ne va pas se mentir, quasiment tout le monde dans la salle, et aussi sur Jhipster, on a beaucoup d'hommes blancs, qui ne sont pas toujours concernés. L'âge, vous serez concerné à un moment, moi je le sens de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une polémique en ce moment avec IBM qui voulait virer tous les gens de plus de 50 ans parce qu'ils étaient trop vieux. Moi je me sens bientôt... Donc ça concerne tout le monde. Et ce qui est sympa avec ça, c'est que ça nous a poussé... Alors je pense que c'était déjà sympa avant avec les gens, mais ça nous a poussé encore plus à essayer d'accueillir correctement les gens. Alors j'ai pris des copies d'écran vraiment au hasard et on voit que quand les gens arrivent sur Jhipster, avant vous faisiez une pull request et puis on l'a mergé et puis voilà. On a mergé ta pull request. Aujourd'hui, on voit que même sans faire exprès, on ne source pas. Hein. Franchement, il n'y a pas de mail interne ou de trucs. On voit que quand quelqu'un arrive, souvent on lui fait « Ah ben, merci pour ta première contribution ». Les gens font des petits likes, etc. Et c'est bien plus sympa. Et ça fait marcher la communauté, ça aide les gens à venir, et c'est vachement important au final pour les premiers contributeurs. Donc ça, j'en suis super content, surtout qu'on ne l'a pas vraiment fait exprès. C'est très très important. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte, alors on a eu des critiques, on a eu des retours pas toujours sympathiques là-dessus, on s'est rendu compte qu'on n'était pas toujours inclusif. Alors, il y a 2 choses là-dessus, quand on est inclusif, on avait des phrases qui n'étaient pas inclusives. Alors, je reprends Devoxx, je ne sais pas si vous voyez, tous les matins, Devoxx, ils font bienvenue à toutes avec une écriture inclusive. Alors, ce que j'aime pas sur l'écriture inclusive, c'est que quand on la lit, on ne peut pas le dire. Toutes.te.s, enfin... nous, quand on est en anglais, c'est plus simple, donc on ne fait pas d'écriture inclusive, on essaie de bien tourner les phrases. Alors, je sais pas, on aurait juste dit bienvenue, puis voilà, c'était pas la peine de faire à toutes.
La première chose, c'est de bien formuler les phrases. En anglais, c'est facile. C'est pas un gros souci. Ce qui était plus compliqué, c'est de faire des logos inclusifs. Notre logo à l'origine, c'était un homme. Alors c'est le mec en haut à gauche. Enfin, on a un peu changé. Il avait une barbe plus courte, mais c'était lui. Et on s'est dit, effectivement, on va peut-être faire d'autres logos. Ça, c'était plus compliqué. Bon, déjà, ça coûte de l'argent. On va revenir après sur l'argent. On a payé une web designer pour faire plusieurs logos. Donc maintenant, on n'a plus un homme, on a une famille qui sont de tous sexes et toutes couleurs. Les logos eux-mêmes sont open source. Donc si en plus vous voulez changer, je sais pas, des choses, vous pouvez changer et proposer d'autres logos. Par contre, la difficulté là-dessus, on a mis, je sais pas, plus de 6 mois à faire ça. Alors on s'est fait aider par Audrey Neveu, qui est aussi dans les organisatrices de Gipster et de Devox, et qui a fait une très belle conf sur l'inclusivité. On s'est fait aider, mais même avec son aide, on a mis 6 mois, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de choses qui vexent les gens, enfin, suivant les cultures, etc. Donc c'est très compliqué d'avoir des logos qui, je dirais, soient génériques. Ce qui fait qu'au final, notre vrai logo, c'est plus les personnes, c'est le nœud papillon. Parce que le nœud papillon, moi, ça vexe personne, tout le monde peut en porter un, il n'y a pas de souci. En plus, c'est plus simple. On n'aurait jamais dû prendre le mec depuis le début. Le logo, c'est bien, le nœud pape, c'est bien mieux. Donc, aujourd'hui, notre vrai logo, c'est le nœud pape, mais on a cette famille qui est sympa pour illustrer. Donc, on est content de l'avoir. Par contre, ça m'a amené déjà au thème qui arrive juste après. On s'est rendu compte qu'il m'a fallu de l'argent. C'est-à-dire que l'open source, c'est bien, attirer les gens, c'est bien, mais trouver une web designer qui veut bien faire les logos, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps, faut la payer. Enfin, en tout cas, si on voulait que ça avance, on a dû la payer. Et jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'argent, mais l'open source, des fois, pour que ça fonctionne, il faut un peu d'argent. Et pour ça, on a bossé avec une boîte qui s'appelle Open Collective. D'ailleurs, ils viennent à notre GipsterConf pour faire un retour aussi là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant. Open Collective, c'est une société qui permet aux projets open source de collecter de l'argent et de le redistribuer aux gens du projet. Donc on voit qu'on est à, je sais pas, environ 80 sponsors. Il y en a eu un nouveau hier, un gros hier qui est arrivé, ou avant-hier. Donc les gens qui aiment bien le projet peuvent venir contribuer. Alors qu'est-ce que ça nous permet de faire cet argent? Première chose, ça permet de gérer les attaques. On disait, la personne qui a acheté le .com, pourquoi moi je n'avais pas acheté le .com? Parce que j'avais acheté le .tech avec mon argent. Et très honnêtement, j'avais une offre chez OVH avec le .tech sur 10 ans à pas cher. C'était avec mon argent, j'ai pris le .tech à pas cher. On aurait eu comme ça 15 000 € de budget, j'ai repris le .com aussi, quoi. Donc l'argent permet quand même de vous libérer d'un certain nombre d'attaques. Ça permet aussi d'aider certains développements, alors typiquement des logos, des choses qu'on ne pourrait pas faire en open source, mais aussi rémunérer certains contributeurs. On va venir juste après, on va voir comment ça fonctionne. Et puis ça nous permet de garder le bon esprit. On va en parler, mais c'est vrai que si on veut que ça se passe bien, qu'on fait des confs, etc., un peu d'argent, ça permet de payer une tournée de bière. On l'a fait il n'y a pas longtemps avec l'équipe Gipster. Ça permet, tiens, notre conférence. Alors, la conférence, elle est organisée par Ypon. Les conférenciers, alors certains, ceux qui n'ont pas d'argent, on peut revenir là-dessus, Ypon leur paye le voyage. Après, il y a des contributeurs de Gipster. On aimerait bien qu'ils viennent, ils n'ont pas d'argent. On leur paye le voyage, on donne 500 € chacun pour le voyage. Et alors après, ce qui est d'ailleurs beau, je trouve, dans ce truc-là, l'année dernière, ce qu'ils ont fait, cette année, c'est pas encore fait parce que c'est dans 2 mois, en fait, il y a des gens qui n'est plus prêts que d'autres. Nous, on a dit, on a mis 500 € tout le monde parce que, on essaie d'être juste. Et après, ils se sont dit, moi, j'habite, je sais pas, en Belgique, c'est pas loin, ça me coûte pas 500 €. Il y en a un mec qui venait des États-Unis, ça coûte plus cher. Donc, en fait, ils leur donnaient leur argent. Donc, c'est quand même vachement sympa. Sans cet argent, on peut pas avoir ce bon esprit, on peut pas attirer les gens à avoir quelque chose comme ça. Alors, comment ça fonctionne? Je vous fais des deux côtés. Du côté des sponsors, donc là, on en a un nouveau bronze depuis 2 jours. Comment ça fonctionne? En fait, les entreprises qui veulent bien sponsoriser Gipster donnent de l'argent tous les mois. Et elles ont leur logo, donc notre site web, il y a beaucoup de visibilité. Alors, elles ont plusieurs intérêts. Il y a soit de la pub, soit... il y a toujours de la pub, forcément, vu qu'elles ont leur logo. Mais il y a aussi une priorité sur les bugs. On va voir après, on peut faire payer des bugs. Et peut-être que ça vous intéresse en tant qu'entreprise de dire, tiens, tel bug, il est prioritaire sur tel autre. Donc, comme vous pouvez donner de l'argent dessus, vous allez pouvoir prioriser un bug. Ça les intéresse. Après, oui, c'est beaucoup de la pub. D'ailleurs, dedans, on a... Alors, Cuba, en fait, c'est un concurrent de Gipster qui font de la pub chez nous, mais bon, on est content. On pique de la pub, du fric aux concurrents. Le nouveau sponsor qu'on a, c'est des gens qui font de la blockchain. J'ai l'impression que c'est que de la pub. Et alors, il doit y avoir un petit truc là-dessus, parce que je reviens sur les histoires de code of conduct et d'inclusivité. On a eu un souci il n'y a pas longtemps, ça on n'avait pas prévu. On a eu une boîte d'escort girl à Londres qui nous a sponsorisé.
On s'est dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a des gens de l'équipe qui ont quand même, les gens qui sont trop gentils dans l'équipe, ils se sont dit, oui, mais ils sont peut-être honnêtes, peut-être qu'ils font un site en Gipster, donc ils sont allés débugger le site, et non, 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 c'est vraiment un site d'escort girl qui fait de la pub. Donc, grâce au Code of Conduct, on leur a pu dire, c'est pas tellement dans l'esprit inclusif du Code of Conduct, on les a virés, on les a remboursés. Donc on n'aurait pas mis en place le Code of Conduct depuis le début, on n'aurait pas réussi, enfin on n'aurait pas eu d'argument pour les virer. Donc comme quoi on a un système qui est assez cohérent, et comme quoi il arrive des trucs des fois, c'est chaud quoi. Euh, bref, non mais c'est grave, à un moment, le niveau d'emmerde sur les projets open source, on ne s'imagine pas. Donc bref, ça c'est pour les sponsors. Et comment ça marche pour les gens de l'équipe? On a un truc qui est assez... enfin, on a plusieurs niveaux. Donc déjà, on va rembourser, donc, alors, je dis les notes de frais, alors ça peut être une tournée de bière pour les membres de l'équipe, ça peut être un voyage pour venir à une conférence, généralement c'est des choses comme ça. Et ce qui marche beaucoup aujourd'hui, c'est le bug bounty. Donc ça, on a lancé ça il y a, je ne sais pas combien de temps, il y a une petite année. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec Open Collective, parce qu'Open Collective ne le faisait pas et maintenant ils vont le faire. C'est-à-dire que c'est nous qui les ont progressés. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand on a un ticket qui est... Alors, il y a plusieurs niveaux de tickets qui ne vont pas être faits. Il y a des tickets qui sont trop compliqués. Donc nous, comme c'est beaucoup de gens qui font ça sur leur temps libre, vous savez pas non plus 3 soirées y passer, ben, souvent c'est pas fait. Ou alors des tickets qui sont embêtants. Parce que nous, à nouveau, les gens font de l'open source parce que c'est fun. Et vient un ticket, je sais pas, tiens, c'est une feuille CSS qui est décalée, ça fait chier tout le monde. Personne ne le fait parce que ça emmerde tout le monde de passer sa soirée à corriger une feuille CSS. Et bien on met 100 $. C'est bête, mais ça marche super bien. Depuis qu'on fait ça, ben, il y a plein de gens qui corrigent alors, soit les bugs compliqués, soit les bugs embêtants. Moi, je suis le premier à être ravi de faire ça. D'ailleurs, pour tout vous dire, moi, j'en ai fait une fois. J'ai une fois touché 100 $. Moi, j'en bénéficie jamais. Moi, j'en bénéficie autrement. Tous les trucs que je ne veux pas faire, je mets 100 $. Il y a d'autres gens qui les font pour moi. J'adore. J'ai mes soirées. Et je ne fais pas de CSS. Donc, c'est une super solution. Et ça marche très bien. Et alors, il y a un petit aspect, j'ai rajouté un petit point sur les aspects légaux. C'est ça qui est bien quand on fait ces slides dans l'actualité. Vous avez dû voir en ce moment, il y a plein de problèmes sur les gens qui font les défiscalisations, etc., qui ne payent pas leurs impôts, c'est horrible. Nous, c'est Open Collective qui gère ça, c'est une vraie boîte. Ils ont une entité aux États-Unis, une entité en Europe. Quand vous vous demandez vos 100 $ de bug bounty, il faut faire une déclaration au fisc américain. Où vous donnez, moi j'ai donné mon numéro fiscal français. Et normalement, alors, si c'est bien fait, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent tous à communiquer, mais normalement, si c'est bien fait, on paye nos impôts sur les bug bounty. Donc on est totalement honnête. On paye même nos impôts sur les 100 $ qu'on gagne. Bon, je ne sais pas si le fisc français s'embête en fait. Pour 100 $, je vais dire, on gagne 10 € d'impôts, ça va leur coûter plus cher à gérer, mais bon, en tout cas, on le fait honnêtement, et ça, je trouve ça très très bien. Maintenant qu'on a parlé d'argent, et qu'on est un petit peu à la fin, il me reste 1 minute 20, je voulais parler un peu du futur des projets open source. Nous, sur Gipster, on se rend compte que le projet a tellement grossi qu'on va le redécouper encore, ça c'est déjà fait. Après, il y a 2 autres points qui sont intéressants, alors qu'on n'a pas du tout lancé sur Gipster, mais je pense qu'il y a beaucoup de projets qui ont ça, et qu'on a peut-être dû faire depuis le début. La première chose, c'est que donc il y a un lead du projet, c'est moi. Il y a un co-lead, alors il a changé une fois, mais c'est fait, c'est juste fait comme ça, on va dire. Je trouve que ça serait pas mal de faire des élections, enfin, d'avoir vous savez, Debian, etc., ils ont des élections annuelles, Fondation Apache aussi, pour que les gens changent. C'est aussi la diversité, que ce ne soit pas toujours le même mec qui soit le lead du projet. Déjà parce que c'est bénéfique au projet, mais aussi parce que le mec, des fois, il en a marre. Donc je trouve ça pas mal. Et la deuxième chose, ça serait se rattacher à une fondation. Alors, il y a du pour, il y a du contre. J'ai parlé il y a quelque temps avec Guillaume Laforge, donc il a donné Groovy à la fondation Apache, si je ne me trompe pas. C'est Apache ou Eclipse, Groovy? Je ne sais plus. Il a donné une fondation. L'avantage de la fondation, c'est qu'elle vous protège financièrement et juridiquement. Donc, beaucoup de choses qu'on fait là par nous-mêmes sont gérées par la fondation, c'est mieux. Ça vous fait aussi une bonne pub. Par contre, il y a un défaut de la fondation, c'est qu'il y a des règles légales qui sont beaucoup plus strictes. Ce qui fait que les contributeurs, quand ils viennent, il faut signer, vous avez déjà dû le faire quand vous contribuez. Je ne sais pas si vous contribuez à Spring, il faut signer un contributeur license agreement, comme quoi votre code, vous le donnez à Spring. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça les retient. Déjà parce qu'il y a un texte juridique en anglais qui fait peur. Ouais, déjà, rien que ça, déjà, c'est le premier truc. Vous avez un gros truc à signer, ça vous embête, vous ne le faites pas. Et comme ça, on perd, je sais pas, je dirais, une grosse partie des contributeurs. Moi, je n'ai pas envie de le faire parce que je veux attirer des gens. Mais après, voilà, il y a du pour et du contre dans une fondation, je ne sais pas si on le fera. Mais en tout cas, c'est un truc intéressant. Voilà, comme il me reste... Ah, j'ai dépassé de 30 secondes, je suis désolé.
Je termine donc sur une dernière slide à nouveau, si ça vous intéresse de parler vraiment Gipster, parce qu'on n'a pas parlé de Gipster, si vous voulez vraiment en parler. Donc on a une conf dans 2 mois et vous êtes tous les bienvenus. Voilà, je vous remercie.